On parle régulièrement de maladies de Crohn, de rectocolite hémorragique, avec l'impression qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous observez, vous d'ailleurs, de plus en plus de patients qui sont atteints de cette maladie? Il y en a clairement eu de plus en plus ces dernières années. Maintenant, l'incidence tend à se stabiliser, mais ça concerne à peu près 300 000 personnes en France, peut-être même plus, et beaucoup de jeunes, effectivement, en consultation, on est amené à en voir de plus en plus. Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi il y en a de plus en plus? On a identifié des facteurs favorisant ces maladies? En fait, ce sont des maladies multifactorielles, donc il n'y a pas une cause, c'est un mélange de facteurs, il y a un peu de prédisposition génétique, et puis surtout, ce sont des maladies environnementales, liées à l'environnement, au mode de vie, à l'alimentation et même à notre microbiote. On va en parler dans quelques instants. On a on avait une autre question tout à l'heure qui nous demandait si la maladie de Crohn ne touchait que l'intestin. Alors on va vous rappeler justement la différence entre maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Alors ce sont des maladies inflammatoires du tube digestif. On va débuter par la maladie de Crohn qui peut toucher l'ensemble du tube digestif. Et quand on dit l'ensemble, c'est que ça va de la bouche jusqu'à l'anus. Et tous les segments peuvent être touchés. On vous donnera les symptômes dans quelques instants. Dans la rectocolite hémorragique, vous avez une atteinte soit du côlon, soit du rectum, d'où le terme. Quand on regarde ce qu'il se passe à l'intérieur de ces maladies inflammatoires du tube digestif, on va regarder au niveau du côlon notamment. On va prendre un exemple. En temps normal, vous avez le côlon qui forme une barrière de protection qui fait que les bactéries qui sont présentes, les toxines, eh bien, ne passent pas. Elles arrivent, on a quelque chose qui empêche les bactéries de passer. En cas de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, eh bien vous avez l'intestin qui peut être un peu plus poreux. Les bactéries passent au travers de l'intestin, des villosités notamment. Les bactéries du microbiote arrivent, de l'inflammation se crée puisqu'elles créent de nouvelles molécules qui va donner ensuite des douleurs abdominales, de la diarrhée, une perte de poids. Et c'est ça notamment l'enjeu. On a vraiment des douleurs qui sont très importantes. Comment on sait qu'on a une maladie de Crohn ou une rectocolite? C'est très difficile à diagnostiquer parfois. La rectocolite hémorragique, les formes sont un peu plus typiques. Ça va donner le plus souvent ce qu'on appelle la diarrhée gléro-sanglante, donc des selles liquides avec des glaires et du sang, des douleurs abdominales, de la fatigue. La maladie de Crohn, c'est souvent un peu plus insidieux. Ça peut être des douleurs abdominales fluctuantes, des troubles du transit, parfois un peu de sang, mais ce n'est pas systématique. Alors du coup, comment on fait? Il faut faire quoi comme examen? Parce qu'on se dit, là, tel quel, on peut tous avoir une maladie de Crohn. Quand on dit j'ai mal au ventre, j'ai un peu de diarrhée. Alors on consulte, on a souvent une prise de sang qui peut des fois montrer de l'inflammation, des fois une perte de fer, mais surtout, si on a un doute sur ce type de maladie, en général, on consulte un gastro-entérologue et on fait une coloscopie. C'est vraiment l'examen standard, la base pour faire le diagnostic de ces maladies. Syndrome du côlon irritable, est-ce que ça fait partie des maladies inflammatoires? C'est Isa qui nous pose la question. Non, c'est un syndrome chronique qui entraîne des douleurs abdominales et des troubles du transit, mais là, pour le coup, on ne verra pas d'inflammation. Ça peut entraîner le même type de symptômes, mais il n'y a pas d'inflammation. On ne voit aucune anomalie à la coloscopie dans le syndrome de l'intestin irritable. Et vous aviez une question? Oui, je me demandais, est-ce que c'est une pathologie qui touche aussi autant hommes que femmes? À peu près autant. On n'est pas loin de 50-50 sur ces pathologies-là. Vous avez parlé de causes environnementales et notamment de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des choses, on parle de microbiote, est-ce qu'il y a des choses qui augmentent le risque de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, des choses du quotidien? D'ailleurs, on a peut-être des téléspectateurs qui se posent des questions. Tout à fait, des choses qui vont dérégler le microbiote intestinal, notamment l'alimentation ultra transformée. Il y a quelques études qui montrent que plus on consomme d'aliments ultra transformés, plus on augmente le risque de développer plus tard une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il y a également des études qui montrent que l'exposition précoce aux antibiotiques, donc qui entraîne un dérèglement précoce du microbiote et des anomalies de régulation du système immunitaire, peut également entraîner un surrisque de développer ces maladies. Donc les antibiotiques dans l'enfance, on devrait vraiment... C'est vraiment pas du tout automatique. Ouais. Ouais, et quand on dit résistance aux antibiotiques, ça fait peur à personne. Ouais. Mais à l'échelle individuelle, vous dites attention, les antibiotiques, il faut vraiment... Alors, les médecins ont une responsabilité évidente dans la prescription, mais attention au microbiote. Est-ce que la consommation d'alcool a une influence sur les... Ça n'a pas été démontré, en tout cas, comme étant un facteur causal ou aggravant, à l'inverse du tabac, où pour le coup, on sait que le tabac, dans la maladie de Crohn, c'est vraiment un facteur péjoratif. Ça augmente le risque de développer une maladie de Crohn, ça l'aggrave. Au contraire de la rectocolite hémorragique, d'ailleurs, qui est probablement la seule maladie qui peut être un peu améliorée par le tabac. Alors, on conseille bien sûr de toujours se sevrer en tabac. On aura toujours plus de bénéfices à arrêter de fumer. Comme l'alcool qui augmente le risque de l'ensemble des cancers du tube digestif d'une manière générale. On a José qui nous dit, quand on souffre de rectocolite hémorragique, est-ce qu'on a des douleurs abdominales comme la maladie de Crohn? C'est les mêmes douleurs au ventre? C'est pas forcément les mêmes, dans le sens où la rectocolite hémorragique touche forcément le rectum et potentiellement une partie plus ou moins importante du côlon, là où dans la maladie de Crohn, ça peut potentiellement toucher l'intestin grêle. Donc on va avoir des fois dans la maladie de Crohn des douleurs localisées, par exemple en bas à droite du ventre. Donc c'est pas forcément toujours les mêmes types de douleurs, c'est parfois difficile d'en faire le diagnostic, donc c'est vraiment la coloscopie au moindre doute. Anne nous demande si ça peut être héréditaire ces maladies.
Alors, il n'y a pas de vraie hérédité comme des maladies comme l'hémochromatose ou la mucoviscidose qui sont vraiment transmises de parents à enfants. Par contre, il peut y avoir une prédisposition familiale, c'est-à-dire que si on a dans notre famille des parents ou des frères et sœurs qui sont concernés par ces maladies-là, qui sont touchés par une MICI, on a un peu plus de risque de développer ces maladies-là, notamment la maladie de Crohn. Vous avez parlé de coloscopie pour faire le diagnostic. Sébastien nous dit, est-ce qu'on peut poser le diagnostic sans faire justement de coloscopie? Non, on a forcément un diagnostic avec... Alors, la coloscopie peut être normale quand c'est une maladie de Crohn qui touche qu'une partie de l'intestin grêle, auquel cas on peut être amené à explorer l'intestin grêle avec une vidéocapsule, une sorte de caméra dans une gélule qu'on va avaler, qui va filmer l'intestin grêle. Mais dans ces cas-là, il y aura toujours eu une coloscopie avant pour voir là où la maladie se trouve le plus souvent en fait. Claire nous demande s'il y a un lien entre la maladie de Crohn et l'intolérance au gluten. Non, aucun. Et comment on fait la différence du coup entre j'ai une intolérance au gluten qui peut donner des douleurs abdominales, de la diarrhée, une perte de poids? Alors pour l'intolérance au gluten, il y a une prise de sang qui est assez fiable pour en faire le diagnostic, ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Il y a une sérologie qui peut se faire. Quand il y a un doute, et c'est très rare, on peut être amené à faire une gastroscopie avec des biopsies de l'intestin grêle. Mais dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique, il n'y a pas de lien avec la consommation de gluten. Les études ne montrent pas d'aggravation avec le gluten. En cas de rectocolite hémorragique, est-ce qu'on peut avoir de la fièvre ou une perte de poids? C'est Oui. Gisèle. Et ce sont des critères de gravité. Quand on en est à maigrir et à avoir de la fièvre, ce sont souvent des formes sévères qui doivent le plus souvent mener à une hospitalisation et à des traitements d'emblée assez costauds. Avec une qualité de vie, on imagine, qui peut être altérée. Quand la maladie n'est pas stable, on se rend compte que oui, c'est difficile. Et même quand elle est stable, parce que bien souvent, même quand la maladie est contrôlée au niveau de l'inflammation, les patients gardent souvent une fatigue importante. Une qualité de vie qui n'est pas optimale. Et c'est vrai que souvent on parle de handicap invisible. C'est vrai que c'est vraiment un fardeau pour ces patients-là, et même quand la maladie est contrôlée. Ouais. On a un reportage à vous montrer. Un jeune homme de 28 ans qui s'est lancé un défi assez fou, traverser l'Atlantique en solitaire malgré la maladie de Crohn. Il s'appelle Pierre-Louis Atwell et il va prendre le départ de la route du Rhum en novembre prochain. Une de nos équipes l'a rencontré. Reportage Khadija Darezig, Julien Lativel, Olivier Laporte. Mettre les voiles, se laisser guider par le vent et contempler au loin tous les défis à relever. Il faut que les voiles soient dans un bon état, qu'elles soient bien réglées, que le marin soit dans un bon état physique, mental, psychologique aussi. La navigation, une activité exigeante dans laquelle Pierre-Louis baigne depuis sa plus tendre enfance. Ça, c'est le bateau familial sur lequel j'ai découvert la voile. On partait pendant les vacances en Angleterre, on traversait la Manche. Pour nous, c'était déjà l'aventure. À l'adolescence, des troubles digestifs s'immiscent progressivement dans sa vie. Des allers-retours aux toilettes, parfois jusqu'à 15 fois par jour, qu'il décide d'ignorer et de cacher à ses parents pendant un temps. Un matin, je me réveille et quand je vais, j'ai ces urgences toilettes et là, je découvre la cuvette des toilettes qui est pleine de sang. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis, bon, là, il y a vraiment quelque chose de pas normal. Après examen, il n'y a aucun doute, c'est la maladie de Crohn. Un diagnostic lourd à porter pour Pierre-Louis. Il s'isole et décroche scolairement. L'espoir renaît quelques années plus tard, quand il découvre la Marine nationale. Et tu recommences. Je me dis, tiens, là, ça pourrait être une façon de concilier cette passion pour la mer et puis une carrière professionnelle. Et évidemment, avec une maladie de Crohn, on me dit que je ne pourrais pas être embarqué. Ça a réveillé quelque chose en moi qui dit, mais on a imaginé que tu ne serais pas capable, avec ta maladie, d'aller en mer. Eh ben moi, je vais montrer que c'est possible. Et surtout, je vais montrer qu'on peut y aller tout seul. Une détermination qui le mène jusqu'à la compétition. En 2018, il participe à sa première course. Il la termine, mais son succès se fête dans la douleur. En fait, la cicatrice qui te fait mal, c'est celle-là. Ouais. Son côlon s'est perforé. Une poche temporaire est installée pendant plusieurs mois sur son abdomen pour recueillir ses selles. Un épisode dont il porte encore les stigmates. En prépa physique, ouais, c'est par là que ça chatouille, quoi. Aujourd'hui, Pierre-Louis prépare une nouvelle course, la route du Rhum. Pour que tout se passe bien, il faut trouver le traitement le plus adapté à ses conditions de vie sur le bateau. Depuis 25 ans, d'année en année, on a de nouveaux traitements qui sont efficaces et qui permettent, chez la très grande majorité des patients, d'avoir une vie
normal. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on aimerait trouver le bon médicament pour le bon patient. Donc on est toujours un peu à tâtonner et à essayer les médicaments les uns derrière les autres quand les premiers ne répondent pas.